Salut Skippouli, j'espère que vous allez tous très bien. Ça faisait super longtemps que j'étais pas venu ici, mais aujourd'hui, nouvelle vidéo de Arrêt sur Histoire, l'émission où on se penche sur un petit événement de l'histoire. Aujourd'hui, l'épisode 8 est dédié à ce monsieur, Paul von Hindenburg, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui est un grand personnage de l'histoire allemande du XXe siècle. Et en fait, c'est un général allemand auréolé de la victoire de Tannenberg pendant la Première Guerre mondiale, et en fait, il va se servir de cette victoire militaire pour faire une ascension dans les hautes sphères du pouvoir allemand. D'ailleurs, ça me rappelle quelqu'un, enfin je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, moi ça me rappelle quelqu'un en tout cas. Bon, allez, on lance, c'est parti. Du coup, Paul von Benekendorf von Hindenburg naît en 1847, sans surprise, dans une famille où l'armée c'est un peu la religion, et on le destine immédiatement à une carrière militaire. Il entre donc à l'école de guerre de Waldstadt, où il est soumis à la très rude éducation des écoles d'officiers allemands, et en fait, durant ces années, on est en gros dans les années 1860, l'Allemagne elle est extrêmement expansionniste. D'ailleurs, on l'appelle pas l'Allemagne, on l'appelle la Prusse pour la plus grande partie du territoire, parce qu'en fait, c'est un florilège de petits États avec en plus gros la Prusse. Ils sont du coup extrêmement expansionnistes avec leurs voisins, notamment les Danois en 1864, mais surtout les Autrichiens en 1866 lors de la célèbre bataille de Sadowa. Et d'ailleurs, notre futur général en devenir, il y participe à cette bataille et il y acquiert une certaine idée de l'Allemagne. D'ailleurs, Sadowa prend place dans un conflit absolument passionnant puisque ce sont les deux grands États germaniques qui se disputent la suprématie en fait. Toutes ces guerres mèneront à la guerre franco-prussienne de 1870 où clairement les Prussiens, qui deviennent donc les Allemands avec la création de l'Empire d'Allemagne, pèsent totalement dans le game en fait. Par la suite, notre protagoniste gravit les échelons, passant commandant de corps d'armée en 1903. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, à cette époque, atteindre un tel degré d'honneur, c'est synonyme de devenir une figure politique. Alors qu'approche la Grande Guerre, Hindenburg densifie un réseau qu'il tisse depuis des années. Et c'est concrétisé par cette nomination. En fait, il attend pendant plusieurs années ensuite qu'on lui offre la dernière marche, celui de commandant en chef des forces allemandes, mais cette nomination ne vient pas, et du coup, en 1911, âgé de 64 ans, notre général décide de prendre sa retraite. Il se dit que de toute façon, il peut la prendre, et que de toute façon, il sera rappelé si jamais une guerre éclate. Un coup du destin. Alors que la guerre éclate, Paul von Hindenburg tente de se voir confier un commandement, mais il est gentiment recalé partout et il est un peu dépité à l'idée d'être mis au placard quand l'état-major décide d'enfin le placer sous les ordres du général Erich Ludendorff au sein de la 8e armée allemande chargée de faire face aux Russes à l'Est. Parce que oui, les Allemands pensaient qu'ils avaient suffisamment de temps pour mater les Français et les Anglais sur le front de l'Ouest, mais les Russes, les alliés de ces derniers je rappelle, ont été suffisamment rapides pour menacer les Allemands. Ainsi donc, du coup, notre Hindenburg, tout excité, on le devine bien, arrive donc à Tannenberg, où lui sont confiés 210 000 hommes qui font face à plus d'un demi-million de soldats russes. Et du coup, il joue de la ruse, et en sachant pertinemment que les Russes se sont scindés en deux armées distinctes, commandées par deux généraux qui se détestent, il attaque les deux armées une à une, les empêchant d'opérer une jonction. Les forces russes sont donc mises hors d'état de nuire, et cette victoire permet aux Allemands de stabiliser le front de l'Est. Pour la petite histoire, l'un des deux généraux russes qui commandait l'armée fait une sorte de harakiri moderne, où se jugeant déshonoré de cette défaite, il décide de se suicider. Pour le coup, c'est radical. Les répercussions de la bataille de Tannenberg sont considérables. Paul von Hindenburg devient un héros national, s'adjugeant tout le mérite de la bataille, alors même que beaucoup de détails logistiques, notamment le plan, revenaient à son supérieur, le général Ludendorff, dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, le caractère imperturbable et l'absence d'arrogance qu'on retrouve chez beaucoup de ses confrères font qu'Hindenburg est plébiscité par la population allemande. Un peu à l'image du général Pétain avec la victoire de Verdun. Et en fait, ce nouveau statut va lui permettre d'accéder à des postes de commandement de prestige et pouvoir mettre son nez dans toutes les affaires politiques après la guerre. On va le voir. En attendant, le nouveau général Feldmarschall, un maréchal en gros, est nommé commandant en chef des forces allemandes sur le front de l'Est face aux Russes, et vers la fin de la guerre, le Graal arrive enfin, il est nommé au grand état-major de l'armée allemande pour le commander. Alors que la guerre touche presque à sa fin, Hindenburg se sert de son grand prestige pour influencer sur la politique de son pays et, on ne va pas se cacher, il va totalement en abuser. Avec ses compères, il se place stratégiquement au sein de l'appareil étatique allemand et muselle carrément le Kaiser Guillaume II et en profite pour évincer du pouvoir des personnalités qu'il n'aime pas forcément. Dans le livre de Jean-Paul Bled que je vous ai montré en intro et qui m'a servi comme principale source pour écrire cette vidéo, on parle carrément à ce moment-là de dictature militaire. Quand bien même les institutions fonctionnent normalement et rien n'est aboli dans l'absolu, mais c'est pour dire l'influence des généraux.
Vous voyez ces agissements, c'est un militarisme dont le vieux maréchal est disciple depuis sa nomination au sein des hautes sphères du commandement allemand, au sein d'une Allemagne totalement empêtrée dans la guerre. Et cela va nous permettre de mieux comprendre ce qui va arriver par la suite. Parce qu'en effet, l'armistice du 11 novembre 1918 sonne le glas pour l'Allemagne qui perd la guerre et qui se voit contrainte de devoir payer un lourd tribut aux vainqueurs. Les hauts responsables, menés notamment par la gauche allemande, dissolvent le commandement de l'armée et Hindenburg peut repartir tranquillement à la retraite malgré ses ambitions politiques. Parce que oui, on ne le sait pas forcément à ce moment-là, mais en Allemagne, le régime change. L'empereur est contraint à l'exil et une république se met en place, la République de Weimar, avec notamment Friedrich Ebert, un très grand monsieur issu de la gauche qui assure cette transition assez houleuse. Transition très houleuse car le nouveau régime très tourné vers le social, parce que je le rappelle, on doit se relever d'une guerre, il n'est pas accepté par la partie militariste et conservatrice de l'échiquier politique, outré par la paix et le traité inégal, le fameux traité de Versailles qu'on a considéré comme un diktat. À tel point qu'en 1920, une tentative de coup d'État menée par cette droite échoue à un cheveu près. Et il y en aura d'autres des coups d'État. En 1923, c'est le coup d'État raté d'Hitler qui lui vaut d'être emprisonné. Les tensions sont alors combles alors que l'Allemagne connaît une crise financière absolument monstrueuse et en fait la valeur de la monnaie chute énormément. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation. En 1925, Friedrich Ebert, dont je vous parlais tout à l'heure, meurt subitement et il faut avancer la tenue de nouvelles élections à la présidence de la République d'Allemagne. Un seul nom revient, celui de Paul von Hindenburg, qui s'étant tenu bien loin des intrigues de tension, s'impose comme un candidat rassembleur et pour le coup, lui, était sincère. Sa réputation toujours intacte, il est élu président du Reich à l'issue de ces élections. Bien qu'il travaille de concert à ses débuts avec le gouvernement, Hindenburg ne cache pas son aversion pour le parlementarisme et le républicanisme, et donc la gauche allemande en gros. Il est contraint de travailler avec toutefois, et il profite de l'instabilité politique toujours présente en Allemagne pour imposer ses décisions. Le point de bascule, c'est en 1928 lorsqu'il dissout le Reichstag, le parlement allemand. Cela s'accentue dans les mois qui suivent. La défiance est telle qu'Hindenburg passe par le système réglementaire pour faire passer ce qui n'a pas été approuvé par le Reichstag. Il finit même par le dissoudre une seconde fois. De ce fait, Hindenburg il utilise abusivement la Constitution pour suspendre les libertés fondamentales, estimant les agitations multiples comme dangereuses. Et en fait, avec ces agissements, il écœure littéralement son chancelier Hermann Müller, et en fait, ce dernier finit par remettre sa démission, et il n'est pas retenu par le président Hindenburg, qui lui fait littéralement le pouvoir en fait partout, pour avoir son mot à dire partout, comme il a toujours aimé le faire. Et c'est ça en fait le point de départ de l'ascension d'Hitler et son parti, parce que si la crise de 1929 joue un rôle éminent dans cette montée en puissance, il faut vraiment garder en tête que le maréchal Hindenburg, il disait pas non en fait à un peu de militarisme et d'autoritarisme aux dépens de la démocratie. Sauf qu'avec de telles instabilités politiques et économiques, devinez qui commence à percer en 1930. Et oui, le NSDAP d'Hitler. Hindenburg se retrouve tiraillé entre son antisocialisme et son antinazisme, sauf qu'à un moment, faut savoir faire un choix quoi. Et il finit par le faire. Paul von Hindenburg tente de nouer des liens avec le parti nazi de plus en plus influent, et les relations sont exécrables, on le devine bien. La réputation d'Hindenburg commence sérieusement à être entachée, et il est quand même réélu à la présidence en 1932, mais le vieux maréchal est lassé et fatigué et finit par laisser la chose inévitable se faire, l'élection d'Adolf Hitler à la chancellerie le 30 janvier 1933. L'année d'après, en 1934, le maréchal Paul von Hindenburg meurt à l'âge de 86 ans, après 68 ans au service de la Prusse, de l'Empire d'Allemagne et enfin de la République de Weimar. Hitler, comme on le sait, n'attendra pas bien longtemps avant de s'emparer du poste de président du Reich pour le cumuler avec celui de chancelier et devenir le Führer. Malgré une sincérité certaine, on incombe au maréchal Paul von Hindenburg d'avoir joué un grand rôle dans l'ascension des nazis aux hautes sphères du pouvoir, et que ce soit volontairement ou involontairement. À mon sens, bien que le titre du livre peut le suggérer, il ne faut pas voir cela comme une charge à l'encontre du maréchal Hindenburg, mais il faut le garder à l'esprit que son esprit politique, ses associations et son tempérament ont aussi bien contribué, avec la crise économique bien sûr, à l'ascension des nazis au pouvoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai adoré la faire parce que l'histoire de la République de Weimar et de son destin funeste et sa brièveté m'intéresse beaucoup et j'espère vous avoir transmis cet intérêt autant que faire se peut. J'aime aussi l'idée d'aborder la Première Guerre mondiale mais sous l'œil d'un commandant allemand, chose qu'on ne fait pas forcément puisque à la Première Guerre mondiale il y avait la France et généralement quand on étudie la Première Guerre mondiale on étudie ce qui se passait en France du côté français. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas aussi le petit policher sur Zoom, ça me fait extrêmement plaisir. La musique du jour c'était la symphonie numéro 45 de Joseph Haydn, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.
Saluete, Kondiski Puli.